Dans la nuit du 26 au 27 décembre, Kiev a été frappé de plein fouet. Des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones d'attaque, une offensive massive, coordonnée, délibérée. Les défenses aériennes ukrainiennes ont fonctionné, mais elles ont été submergées par le volume des frappes. Des drones ont survolé des quartiers résidentiels. Des explosions ont retenti à travers la capitale. Des immeubles ont pris feu. Ce n'était pas une frappe symbolique, c'était un message adressé à l'Ukraine, un message adressé à l'Occident, un message adressé aux négociateurs. La Russie montre qu'elle frappe encore, et qu'elle frappera tant que ses conditions ne seront pas satisfaites. Avant 2 heures du matin, heure de Kiev, le samedi 27 décembre 2025, plusieurs vagues de missiles ont surgi du ciel. D'abord, les redoutables Kinzhal, ces missiles hypersoniques russes contre lesquels aucune défense aérienne existante n'est vraiment efficace. Ensuite, 4 missiles balistiques Iskander. Puis, un groupe complet de missiles de croisière calibre, la spécialité russe pour les frappes contre les grandes villes. Au total, c'est une attaque coordonnée depuis plusieurs directions qui a frappé la capitale ukrainienne. Les sirènes ont retenti. Les habitants se sont précipités vers les abris. Les équipes de défense aérienne se sont mises en action. Mais face au volume écrasant des armes entrantes, même le système de défense aérien ukrainien, pourtant considéré comme l'un des meilleurs du monde, a été submergé. Les explosions ont retenti toute la nuit. Pas une, pas deux. Plusieurs vagues successives. Les correspondants présents sur place rapportent avoir entendu les drones d'attaque survoler les quartiers résidentiels. Ils racontent avoir entendu une série d'explosions retentir à travers la ville. Et puis les incendies. Les immeubles résidentiels ont pris feu. Les habitants, souvent des civils, des familles, ont dû être évacués de bâtiments entiers. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé que 22 personnes ont été blessées lors de cette attaque massive. 12 d'entre elles ont dû être hospitalisées. Il a également confirmé que dans un immeuble de 18 étages du quartier de Dniprovski, au moins une personne était prise au piège sous les décombres. L'alerte aérienne a duré près de 10 heures. Elle n'a été levée qu'après 11 heures du matin, le 27 décembre. Les dégâts ne s'arrêtent pas aux immeubles résidentiels. L'attaque s'en est aussi prise à la stèle critique infrastructure énergétique de la capitale. Klitschko a rapporté que le chauffage a été coupé dans un tiers de la capitale, affectant 4000 bâtiments résidentiels. Certains ménages ont également perdu l'approvisionnement en eau. Il faut comprendre que Kiev souffre déjà depuis 2 mois de coupures d'électricité quotidiennes dépassant les 15 heures par jour, dues aux attaques russes répétées sur les installations énergétiques. Cette attaque du 27 décembre n'a fait qu'aggraver cette situation insoutenable. Dans la région de Kiev, dans les villes de Brovary, Vyshhorod et dans le district de Boryspil, des bâtiments ont été endommagés. Des entrepôts ont été touchés. Des fenêtres ont volé en éclats dans les immeubles de grande hauteur. Les coupures de courant se sont étendues à toute la région environnante. Mais pourquoi cette attaque précisément à ce moment? Pourquoi cette démonstration de puissance alors que, selon les rapports diplomatiques les plus récents, une paix semblait s'esquisser? Parce que la Russie envoie un message politique clair. Un message disant que tant que ces conditions ne seront pas satisfaites, elle frappera. Elle frappera les civils. Elle frappera les infrastructures. Elle frappera le moral. C'est une tentative de peser sur les négociations par la force, une tactique classique, mais extrêmement destructrice. C'est particulièrement symbolique que cette attaque massive se soit produite le 26-27 décembre, juste un jour avant la rencontre historique qui était prévue entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump en Floride. Zelensky avait annoncé au cours des jours précédents que cette réunion allait être cruciale pour finaliser un cadre de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est à ce moment précis que la Russie a lancé cette attaque massive. Ce n'est pas une coïncidence. Depuis l'invasion russe de février 2022, presque 4 ans auparavant, les négociations ont été sporadiques et largement infructueuses. Les pourparlers d'Istanbul en 2022 n'ont rien produit. Les tentatives de médiation turque ont échoué. Les discussions passées n'ont abouti à rien de durable. Mais en décembre 2025, quelque chose a changé. L'administration Trump, revenue au pouvoir après les élections américaines de 2024, a fait de la fin rapide du conflit ukrainien une priorité majeure.
et cela a créé une dynamique diplomatique réellement nouvelle. Zelensky a confirmé que sa réunion avec Trump aurait lieu le 28 décembre, le dimanche suivant l'attaque massive. Le lieu? La résidence privée de Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Cette réunion n'est pas une simple visite courtoise. C'est le moment où un cadre de paix potentiellement historique doit être finalisé. Au cœur de cette rencontre se trouve un plan en 20 points. Selon Zelensky lui-même, ce plan est déjà finalisé à 90%. Cela signifie que 9 des 10 éléments clés du cessez-le-feu et de la résolution du conflit sont déjà convenus entre l'Ukraine et les États-Unis. Les équipes ukrainiennes et américaines ont, selon les rapports, préparé des brouillons de documents clés, notamment sur les garanties de sécurité et sur la reconstruction après-guerre. Zelensky a déclaré avec un optimisme prudent que beaucoup peut être décidé avant la fin de l'année. Mais il a aussi mis en garde. Il ne pouvait pas dire avec certitude si la réunion conduirait à un accord finalisé. Ce qui était certain, c'est que les deux côtés viseraient à finaliser autant que possible. Lorsqu'on lui a demandé si les pourparlers pourraient déboucher sur une paix réelle, Zelensky a répondu en soulignant que c'était aux alliés de l'Ukraine et aux États-Unis de faire pression sur la Russie. Si l'Ukraine montre sa position, ce qui est constructif, et que la Russie ne s'accorde pas, cela signifie que la pression n'est pas suffisante, a-t-il dit. C'est un message direct. Sans que les États-Unis n'exercent une pression substantielle sur Moscou, aucun accord ne sera possible. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans ce plan de 20 points? Les détails spécifiques n'ont pas été pleinement rendus publics, mais les reportages des médias révèlent certains éléments clés. Premièrement, il y a la question du territoire. Zelensky a indiqué que l'Ukraine serait prête à retirer ses troupes de certaines parties de la région de Donetsk qui ne sont pas actuellement occupées par les forces russes. Cependant, tout retrait de troupes doit être réciproque. Si l'Ukraine cède du territoire, la Russie doit rendre la même quantité de territoire ukrainien. C'est une condition non négociable pour Kiev. Selon le plan proposé, les forces russes doivent se retirer complètement des régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv, Sumy et Kharkiv. Ce ne sont pas des territoires mineurs. Ces 4 régions représentent une part significative de l'Est et du Sud de l'Ukraine. En contrepartie, certains territoires du Donbass pourraient devenir des zones économiques libres, supervisées internationalement, selon les rapports. Il y a aussi la question de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Cet élément est si sensible et si important qu'il a mérité une attention particulière dans les négociations. Selon les propositions, la centrale serait exploitée par une entreprise commune entre les États-Unis et l'Ukraine, avec 50% de la production d'électricité allant à l'Ukraine et le reste alloué par les États-Unis. La reconstruction est un autre élément majeur du plan. Un fonds de reconstruction de 800 milliards de dollars a été envisagé pour aider l'Ukraine à reconstruire son économie, ses infrastructures et sa société, dévastée par près de 4 ans de guerre. C'est une somme colossale, mais elle reflète l'ampleur de la destruction. Mais l'élément le plus crucial du plan concerne les garanties de sécurité. C'est la raison même pour laquelle Zelensky et ses conseillers insistent tant sur ce point. Sans garantie de sécurité crédible, tout cessez-le-feu ne serait qu'une pause temporaire avant que la Russie ne relance son agression. Zelensky a indiqué que l'Ukraine cherchait des garanties de sécurité qui reflèteraient l'article 5 de l'OTAN, l'engagement de défense collective. Cependant, l'Ukraine accepterait de renoncer à son aspiration à une adhésion complète à l'OTAN. À la place, les États-Unis et les alliés européens fourniraient des engagements contraignants pour agir en cas de nouvelle agression russe. Selon les rapports, un accord sur ces garanties de sécurité est presque prêt. Cet accord serait mis en œuvre avec un suivi par satellite et des systèmes d'alerte précoces. Un conseil de la paix, présenté comme étant présidé par le président Donald Trump lui-même, garantirait l'application de l'accord. Un développement remarquable s'est produit en décembre 2025. Zelensky a déclaré que l'Ukraine serait ouverte à la tenue d'un référendum national sur le plan de paix de 20 points. Cette annonce est significative car elle enracinerait tout accord dans la volonté du peuple ukrainien. Zelensky a déclaré « Si le plan exige une décision très difficile sur cette question, je crois que le meilleur chemin à suivre sera de soumettre l'ensemble du plan de 20 points à un référendum. » Cependant,
Cette acceptation du référendum comprend une condition cruciale. La Russie doit d'abord accepter un cessez-le-feu de 60 jours. Cette condition est stratégiquement intelligente. Elle évite une situation où la Russie pourrait continuer à conquérir du territoire, tandis que l'Ukraine organise un vote. Les 60 jours de trêve permettront aussi aux Ukrainiens de prendre du recul, de se regrouper mentalement et émotionnellement, et de réfléchir calmement aux termes proposés, plutôt que de voter sous la pression constante des bombardements. Zelensky a également souligné que, selon la constitution ukrainienne, tout changement aux frontières du pays doit être approuvé par référendum. C'est un processus démocratique qui ne peut pas être contourné, même sous la pression de la guerre. Le sort de l'Ukraine doit être décidé par le peuple ukrainien, a-t-il affirmé. Mais voilà le cœur de la contradiction à laquelle l'Ukraine est confrontée. Pendant que des négociateurs à huis clos discutent du futur du pays, la Russie continue à frapper. Pendant que les équipes de paix travaillent à finaliser les détails d'un accord, la Russie envoie des vagues de missiles sur les villes ukrainiennes. C'est une stratégie classique, négocier sous pression, tout en maintenant et augmentant cette pression pour forcer l'adversaire à faire des concessions. Considérez simplement les chiffres. Entre le 20 et le 26 décembre, avant cette attaque massive du 27, la Russie a lancé une attaque massive et 5 attaques groupées contre l'Ukraine, en utilisant des missiles hypersoniques, Kinzhal, des missiles de croisière et d'autres armes. Le seul objectif de ces attaques répétées était de frapper les installations énergétiques, les installations défensives et les infrastructures civiles. C'est une guerre d'usure contre la population civile. Depuis que la Russie a lancé son invasion en février 2022, elle a perdu un nombre extraordinaire de combattants. Selon le commandement général ukrainien, la Russie a subi un total de plus d'1 203 310 pertes depuis le début de l'invasion. En décembre 2025 seul, la Russie subit environ 1200 à 1300 pertes par jour. Ce sont des chiffres stupéfiants. Ils suggèrent que la Russie saigne militairement et que le temps pourrait jouer contre elle. Mais voilà le problème. La Russie peut continuer à accepter ces pertes parce que sa population est beaucoup plus grande et ses ressources militaro-industrielles sont massives. Pendant ce temps, l'Ukraine, avec une population de 40 millions, ne peut pas se permettre de pertes illimitées. Chaque soldat perdu est un fils, un frère, un mari, un père. La fatigue de la guerre s'installe progressivement dans la population ukrainienne. Trump a laissé entendre que le temps était venu de résoudre ce conflit. Dans une conversation téléphonique avec le New York Post le 26 décembre, il a déclaré « Je pense qu'ils veulent le faire maintenant, et je pense que la Russie veut le faire. Mais chaque fois que l'un veut le faire, l'autre ne veut pas. » Ce commentaire cynique expose la réalité. Les deux côtés sont bloqués, chacun accusant l'autre de ne pas vouloir la paix. Le Kremlin, pour sa part, n'a pas commenté directement le plan de 20 points. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a seulement dit que la Russie était actuellement en train d'analyser les matériaux. Mais il y a eu des signaux indirects. Le ministre adjoint des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, a accusé l'Ukraine de travailler à saboter les pourparlers de paix, affirmant que la version révisée du plan de 20 points promu par Kiev était radicalement différente de la version précédente négociée avec les États-Unis. Poutine, lui-même, a envoyé un message de Noël à Trump, selon les rapports du Kremlin. Mais aucun engagement explicite n'a été communiqué. La Russie attend de voir ce que Trump fera, car la clé de tout accord, c'est Trump. Il est le seul intermédiaire que les deux côtés respectent ou craignent suffisamment pour écouter. Zelensky a également indiqué qu'il était en contact avec les dirigeants européens. Il y avait des discussions pour qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se joigne à un appel le 27 décembre avec Zelensky, Trump et d'autres dirigeants européens. L'Europe veut s'assurer que ses intérêts ne sont pas sacrifiés dans un accord négocié uniquement entre Washington et Moscou. Mais revenons à la violence brute du 27 décembre. Cette attaque revêt une signification politique majeure. Elle dit plusieurs choses à la fois. Premièrement, la Russie refuse de céder le terrain ou la puissance militaire. Elle montre qu'elle peut toujours infliger des dégâts massifs. Deuxièmement, elle exerce une pression coercitive sur les négociations. Elle dit « Acceptez nos conditions ou les bombardements continueront ». Troisièmement, elle envoie un message à sa propre population. « Nous sommes forts, nous gagnons,
nous ne céderons pas. Il faut aussi considérer le contexte interne russe. Les généraux russes, les commandants militaires, les industries de défense, tous veulent que la guerre continue. La guerre leur profite. Elle leur donne le pouvoir, l'influence et l'argent. Un accord de paix pourrait les priver de tout cela. Donc, même si Poutine était d'accord pour une paix, il y aurait une résistance majeure de la part des éléments militaires et ultranationalistes russes. Un sondage commandité par le centre de recherche VT-SIOM, dirigé par l'État russe, a révélé un élément intéressant. Une majorité de Russes s'attend à ce que la guerre prenne fin en 2026. Ce sondage reflète à la fois l'opinion publique et les messages que le Kremlin veut amplifier. Le fait qu'une majorité des Russes s'attendent à une fin de la guerre en 2026 suggère deux choses. D'abord, il y a une certaine fatigue de la guerre même en Russie. Deuxièmement, le Kremlin prépare probablement sa population à l'idée d'un accord et à la transition d'une économie de guerre à une économie de paix relative. Mais qu'en est-il de la population ukrainienne? Les Ukrainiens veulent la paix, certes, mais pas une paix qui signifie l'abandon de leur pays, de leur territoire ou de leur souveraineté. Un accord qui laisserait la Russie impunie pour ses crimes de guerre pourrait être perçu comme une défaite humiliante. Un accord qui forcerait l'Ukraine à céder trop de territoire pourrait être rejeté par le peuple ukrainien lors du référendum. Zelensky marche sur une corde raide. D'un côté, il doit satisfaire les demandes d'un allié puissant, Trump, qui veut terminer le conflit rapidement. De l'autre côté, il doit satisfaire les exigences de sa population, qui ne souhaite pas abandonner la souveraineté ou l'intégrité territoriale. Quel est le scénario le plus probable pour les prochains jours et semaines? Premièrement, si Trump et Zelensky trouvent un terrain d'entente le 28 décembre, un cadre d'accord pourrait être finalisé avant la fin de 2025. Cela pourrait mener à des négociations plus formelles avec la Russie en janvier 2026. Deuxièmement, la Russie pourrait rejeter le plan de 20 points, affirmant que les conditions ne sont pas satisfaites. Dans ce cas, les négociations s'enliseraient à nouveau. Troisièmement, Trump pourrait perdre intérêt s'il estime que les pourparlers n'avancent pas assez vite. Comme l'a dit Trump lui-même, nous ne voulons pas perdre de temps. Ce qui se décidera à la fin décembre 2025 et début 2026 façonnera non seulement le sort de l'Ukraine, mais aussi celui de l'ordre international de la relation entre les États-Unis et la Russie et de la capacité du système international à résister à l'agression armée. Pendant ce temps, les bombes continuent de tomber sur Kyiv. Les immeubles brûlent. Les civils sont blessés. Les familles perdent leurs maisons. Et les négociateurs parlent de paix. C'est la réalité crue de la diplomatie moderne en temps de guerre. La destruction physique et les négociations politiques avancent parallèlement, pas en séquence. Et nous ne saurons que rétrospectivement si cette attaque du 27 décembre était un dernier coup d'éclat de la Russie avant une paix capitulaire, ou le prélude à une escalade plus grande encore. Les prochains jours sont critiques. Le monde observe et attend.